On peut s'imaginer dans le milieu artistique qu'il se passe un petit peu des choses... alors moi je sais pas du tout, hein, mais on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Des choses qui t'ont choqué peut-être. Tu peux nous raconter un truc sans citer de nom Ouais. Salut à tous et bienvenue dans mon podcast à moi, le podcast ouvert à tous, parce qu'ici, nous croyons que chaque histoire peut inspirer le monde. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, une personne qui a un parcours exceptionnel. Elle a commencé pour pouvoir devenir médecin, mais finalement, son don, on va dire, son talent l'a rattrapée et elle s'est lancée dans l'industrie de la musique. Elle accompagne des grands artistes tels que Kima ou encore DJ Ken. Dernièrement, elle a participé à la soirée concert de Boost. J'ai l'honneur d'être avec Aurélie Donat. Enchantée Aurélie. Enchantée Carl. Ça va bien? Ça va et toi? On est au soleil donc ça va. Ah ben ouais. Hein. En plus là, tu étais en voyage là, tu viens de Guadeloupe. C'est ça, je viens de Guadeloupe pour la 3e fois en 2 mois. Parce que voilà, le quotidien c'est de bouger tout le temps. Je dis que l'avion c'est un peu mon métro. C'est un truc de fou, c'est vraiment la fast life à 200%. Ouais, vraiment. Vraiment. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que ton parcours, moi, il m'a impressionné. Je trouve que c'est incroyable ce que tu as fait. Déjà, je vais commencer par te demander ton âge aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai 29 ans. 29 ans. Depuis 2 semaines, j'ai eu 29 ans, là. Ok. Enfin, bientôt la trentaine, pas encore, mais 29 ans. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Et puis, je vais te poser quelques petites questions. On va creuser notamment ton parcours, comment tu as fait, et puis éventuellement donner des conseils à ceux qui voudraient faire la même chose. Et puis, quelques anecdotes. Hein. Moi, j'aime bien les anecdotes que tu nous raconteras sur ton parcours. Ok. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des artistes en marketing, communication, en management, mais aussi en production. Donc, j'accompagne Kima, j'accompagne DJ Ken, j'accompagne aussi des fois Morane Voyer sur des campagnes digitales et des managers d'artistes pour les aider à structurer leur carrière. Et aussi, j'organise des événements, mais des événements spécialisés pour les artistes, donc des concerts, des talks aussi autour de la musique et des release parties. Vraiment spé musique et pas clubbing. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 10 ans les événements. Ça fait 10 ans cette année parce qu'on m'a pris au berceau du coup dans My Cartel à Bordeaux. Et la musique, là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai intégré l'industrie de la musique. Ouais. C'est incroyable ça. Ouais. Et dis-nous un petit peu comment tu as fait pour faire ça, parce que là aujourd'hui tu es quand même avec des personnes très très connues dans le milieu. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? À la base c'était pas prévu ça? Non, c'était vraiment pas prévu. Donc comme tu disais, de base je voulais être médecin, précisément orthophoniste. Quand on est au lycée en Martinique, on ne pense pas aller dans l'art ou dans la musique. Il n'y a pas d'études pour ça, on n'a pas de modèle du tout. Donc je me dis, mes parents me disent qu'il faut trouver un métier et on est quand même à l'aise quand j'étais plus jeune. Donc je veux un métier qui rapporte de l'argent. Donc ma soeur va chez l'orthodontiste. J'entends que ça touche 8 000 € par mois et là je me dis, je vais être orthodontiste. Vraiment, genre. Donc je pars à Bordeaux, je fais 2 ans de médecine qui se passe très très bien quand même. J'ai été classée 1000 sur 3000 étudiants, une très bonne moyenne, je faisais que ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que les premières années, je sortais pas du tout. J'allais pas en soirée. My Cartel m'a intégrée pour faire de la communication, mais j'allais pas du tout en soirée. Et sur un malentendu un jour, ils m'ont mis à gérer tous les DJ. Et de là, en fait, j'ai commencé à gérer les DJ sur les événements, à faire des événements à Bordeaux, être responsable du pôle événementiel à Bordeaux, donc s'occuper d'une équipe de 20 personnes, communiquer, gérer les lieux, gérer les soirées. Et au fur et à mesure donc de l'événementiel qui est quand même redondant, c'est faire une soirée, mettre des DJ, etc. Je vois que les DJ, donc je m'occupe chaque année pendant 4 jours, ils sont 10. Donc tous les DJ de la Martinique viennent pendant 4 jours à Bordeaux et tout. Et je sens qu'ils veulent se structurer, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment se vendre, ils ne savent pas comment vraiment vivre de leur art, etc. Et, tout. Et de là, je me dis, je vais manager des DJ, m'intéresser à comment qui se structure, quoi. Et du coup, je commence à vouloir rencontrer plein de gens à Paris dans la musique. Donc sur Instagram, j'épluche des comptes, mais pas des Antillais du tout, parce qu'il n'y a pas d'industrie chez nous, il n'y a pas de personnes qui font ça. Donc j'épluche plein de comptes Instagram. De là, il y a quelqu'un qui vient me voir, donc qui s'appelle Tarek de Ventrap, Billboard FR maintenant. Il voit mon profil et il me dit t'es qui? Ça se voit que t'es... Non mais vraiment, il me dit t'es qui? Ça se voit que t'es motivé, que tu suis des gens et tout. D'où tu sors? Tu fais quoi? T'es qui? Donc je lui dis... Donc 2019, 2020, je lui dis je veux travailler dans la musique, mais je ne sais pas comment faire. Donc si toi tu sais, dis-moi.
2 jours après, moins 5 degrés, je sors pas en hiver à Paris. Il me dit, viens, on se voit dans un café, finale de Coupe du Monde, je crois, un truc comme ça. Et de là, il m'explique un peu c'est quoi l'industrie, etc., qui je dois rencontrer, ce que je dois faire, tout ça et tout. Mais alors attends, lui, il t'a contacté parce que tu l'as suivi ou... Ouais, c'est ça, Ah parce oui. que je l'ai suivi. Parce que moi, ma petite technique sur Instagram, c'était d'aller voir des gens qui avaient l'air en place ou qui travaillaient dans l'industrie, de liker et de suivre, mais sans vraiment me dire que je vais aller rencontrer, quoi. Et lui, D'accord. vraiment, on n'a aucun ami en commun, rien, il connaît pas d'antillais, rien du tout. Il est venu, il m'a dit, t'es qui? Mais vraiment, dernièrement, quand je relisais, il m'a dit, t'es qui? Tu fais quoi? T'as l'air... Alors que je faisais rien du tout encore, Ouais, je faisais ouais. vraiment rien. T'as l'air motivé, t'as l'air chaude et tout, tu sors d'où? Tu fais quoi? Etc. Et c'est comme ça qu'il est venu, c'est parti de là. Donc après, on a rencontré du monde, il m'a présenté tous les aspects de la production, du management, de l'édition, des contrats, mais en large. Et il me parle du coup de la bourse Ventrap, donc une bourse qui est organisée par un média pour les jeunes qui veulent se développer dans l'industrie de la musique. Et donc cette bourse-là, où il y avait 500 candidatures quand même, du coup j'ai gagné la bourse en 2020. Ça m'a permis de faire un master production musicale et développement d'artistes. Donc mon année était payée, j'avais pas de stage à trouver, j'avais pas d'alternance à trouver. Donc moi je me suis dit que je vais profiter pour être sur le terrain. Et pendant 1 an, je vais en studio du lundi au dimanche. J'ai dû faire dans l'année vraiment 15 studios, des journées de 7h à 3h du matin, tout le temps. Et ça m'a permis de bien me former cette année-là. D'accord, mais Ouais. dans cette formation-là, quand tu dis que tu vas au studio, c'est dans la formation, en fait, on vous fait faire... Non, en fait, la formation, donc on a des cours de management, de production, d'événementiel. Et normalement, le cursus normal, c'est qu'il faut avoir une alternance pour pouvoir faire le master D'accord. ou un stage. Et moi, du coup, comme mon année était payée, j'avais pas à financer l'année. Du coup, je me dis, comme j'ai rien à faire à part aller en cours le mercredi, je vais en studio tout le temps. Je fais de façon à aller en studio, à rencontrer du monde. Cette année-là, vraiment, j'ai rencontré tous les artistes, que ce soit La Rose, Meryl, Tutus, Lion P, Kalash, vraiment Shannon, tout le monde. J'ai vu tout le monde cette année-là. Du coup, ça m'a permis aussi de voir les problématiques qu'ils ont, en fait, de voir pourquoi ça avance pas forcément pour eux, ce dont ils ont besoin, etc. et tout, de voir aussi comment eux ils créent la musique à Paris, où ils vont, etc. et tout. Donc, j'avais aucune obligation de faire quoi que ce soit cette Ouais. année-là. Ah ouais, Vraiment donc rien. c'était vraiment pour, Oui, pour c'était le vraiment kiff. pour le kiff. Et Ok. pareil, j'ai quand même trouvé un stage. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, t'es en master, t'es à Paris, etc. Et de là, j'avais un stage chez Sony. J'y croyais absolument pas. On va pas se mentir, ce milieu-là, c'est beaucoup de pistons, beaucoup de connaissances. Donc vraiment, quand j'ai postulé, j'y croyais pas. Et puis j'avais 28 ans, la plupart des profils, ils ont 25, 24 ans, etc. et tout. Et quand j'ai fait de toute façon, quand je suis rentrée en entretien à Sony, j'ai dit je rentre là et je ressors pas de là. Genre vraiment, je vais jamais oublier la phrase quand j'ai vu le local et tout. J'ai dit moi je rentre là et je ressors pas de là sans stage. Et donc je pars, etc. D'ailleurs Cassandra Ozano aussi, ma tutrice, très, très bonne chef de projet. Elle m'appelle 10 minutes après et elle me dit on te rappelle tout de suite. Enfin vraiment après l'entretien, je suis à Saint-Lazare et tout, elle me dit on te rappelle tout de suite, Ok. etc. et tout. Mais tu leur as dit quoi comme ça pour les convaincre? J'ai présenté j'ai présenté mon parcours, hein. J'ai présenté mon parcours et d'ailleurs l'anecdote, ça se passe très bien, donc je dis ce que je fais, ce que je veux faire, etc. et tout. Et à la fin, elle me dit, bon, question, etc., cite-moi les 3 majors. Les 3 majors, donc c'est Universal, à chaque fois j'oublie, hein. Universal, Warner et Sony, voilà. Ok. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, cite-moi les 3 majors et j'oublie un. Et là, je me dis, ok, c'est foutu et tout, mais en vrai, non. Le tout de l'entretien, ma motivation, l'énergie aussi, ça a beaucoup motivé. Et Sony, pareil, c'est 400 candidatures. Wow. C'est 400, 500 candidatures, des CV qu'ils épluchent. La seule étoile que j'avais aussi, c'est pour ça que j'ai tenu à aller en master et tout. Quand ils faisaient la candidature, il y avait une fille de ma classe qui était là à ce moment-là. Et elle a dit ah mais elle, je la connais, etc. Donc ça a forcément levé un petit peu mon CV, mais ils sont quand même très durs sur leur choix et non, c'est mon parcours et ma motivation qui a. Ouais. C'est ce que je retiens. Tu fais toujours partie des meilleurs dans tout ce que tu entreprends en fait. Ouais. J'ai un peu du mal avec ça. Maintenant, ça va mieux. Parce qu'on n'est pas habitué à ça en Martinique, on va pas se mentir. Quand tu excelles un peu trop, c'est pas forcément bien. Et encore plus quand tu es une fille, encore plus quand tu es jeune, parce que je suis quand même très jeune dans le milieu. Donc maintenant, ça va mieux, mais ouais, j'ai eu du mal à accepter. T'as réussi quoi. Ouais. Ok. Ouais, vraiment. C'est vraiment ces derniers mois que j'ai fait un travail dessus. Je me suis dit, ouais, en fait, t'as bossé. En fait, c'est pas comme ça. Hein. C'est des nuits blanches, c'est ne pas voir mes proches, ne pas voyager
pendant longtemps, etc. C'est des vrais sacrifices. Ok. Des Alors, vrais je vais revenir sur un petit truc, c'est que donc tu voulais faire médecine parce que tu voulais gagner 8 000 euros par mois. Mais du coup, la musique, tu te disais que tu savais que tu pouvais gagner plus? Non, je me disais pas du tout. En fait, non, pour moi, je pouvais pas gagner ma vie avec ça. Pour moi, c'était impossible parce que, comme je disais, on n'a aucun modèle dans ça. Mes parents aussi, fallait un cadre, des études, le CDI, un travail conventionnel. Et moi, je faisais de la danse aussi, de mes 10 ans à mes 18 ans. Et j'ai toujours voulu être danseuse ou organisatrice de spectacles aux États-Unis. Parce que je voyais Beyoncé, je voyais Alicia Keys à la télé, l'époque de Trace et tout. J'avais toujours voulu être derrière, ça m'intriguait vraiment, même parce que du coup, j'ai fait de la danse dans une troupe de danse. Donc on partait le week-end, on avait des chèques, j'observais beaucoup comment on était rémunérés sur nos parents, etc. Mais je me suis dit, il n'y a personne qui fait ça tout le temps, donc c'est impossible. Donc j'ai très très vite, je me suis même pas dit un moment, je vais faire des études de ça. Mais mes amis, dès mes 18 ans, ou quand je suis partie en France, ils me disaient, va en école de commerce, va faire du marketing, va faire de la communication. Moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. J'étais en S scientifique au lycée, donc rien à voir. Ils me disaient, va faire ça, va faire ça. Et alors, comment du coup, j'ai switch? Je suis en année de chimie, donc j'ai fait 2 ans de médecine et après passerelle chimie, parce que jusque-là, je ne me dis pas que ça existe des études dans ça et tout. Et je suis en rattrapage, alors que je vais à la bibliothèque tout le temps, j'ai 11 de moyenne, etc. Et tout. Et je me dis, tu travailles super bien, ça ne te correspond pas à ce domaine-là, il y a un problème, quoi. Je vais sur le concert d'Ed Sheeran à Bordeaux. Je faisais beaucoup de jobs à l'époque, plein de jobs pour voir et tout. Buvette de Ed Sheeran, super gros stade et tout, je vais jamais oublier. Je vois une dame passer avec un gros casque, gros casque et un calepin, et elle dit, telle arrive à cette heure-là, telle c'est ci, telle c'est ça. Et moi je la vois, je dis c'est mort, je veux faire ça. Ah. Ouais. Moi je dis c'est mort, c'est ça que je veux faire et tout. Donc je la regarde tout ce qu'elle fait, machin. Je vois les accréditations, comment on nous fait rentrer, j'observe tout le temps tout. Et le lendemain, j'appelle mes parents, je leur dis je pars en études d'événementiel. Là c'est bon, je pars en bachelor événementiel. T'as trouvé ton truc. Ouais, je leur dis moi c'est ça, je veux faire un concert comme ça, avec tout ça, les mêmes lumières, tout. Donc mes parents me disent ah non, tu restes dans ce que tu fais. Et si jamais tu veux faire, tu te débrouilles, etc. Donc 2 jours après, au début je me dis non, allez je les écoute. Et après je me dis non, en fait j'y vais, je cherche à faire un prêt, etc. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils vont pas m'aider même s'ils ont quand même les moyens. Donc je fais mon prêt, bachelor événementiel, 15 de moyenne, après master marketing, communication digitale, 14 de moyenne, 15 de moyenne, et puis master production musicale, développement d'artiste. Et selon toi, c'est quoi qui fait ton succès, ta réussite c'est quoi ton talent qui fait que dans ce domaine-là, t'es bonne? Je pense qu'il y a un truc inné quand même. Je pense qu'il y a un truc inné et je pense qu'il y a aussi mes parents derrière. Parce que mon père, il est passionné de musique, il fait des événements, il avait une association de danse à Mont-Calebasse à Fort-de-France. Il était un peu dans la politique indépendantiste. C'est le leader un peu de la bande jusqu'à maintenant. Et ma mère, elle est organisatrice de mariage et professeure des écoles. Donc quand j'étais petite, elle m'emmenait tout le temps avec elle acheter le matériel. On va faire ci, on va faire ça, fais ci, fais ça, etc. Mais je pense qu'il y a un alignement de planètes aussi, une passion que même moi, je capte pas. Mais j'ai toujours eu cette petite voix en moi qui me disait c'est ça que tu vas faire. Tu vas travailler dans l'entertainment, en fait. Tu vas travailler dedans. Même quand j'étais petite, tout le monde me disait tu seras une femme d'affaires. Je comprenais pas. Maintenant, je comprends vraiment. Et je pense que c'est un peu inné. D'accord. Que ça me dépasse. Ok. Et donc là, je vais te poser une petite question un petit peu touchy. C'est donc toi qui à la base tu voulais faire médecine, donc tu avais expliqué un petit peu les raisons. Est-ce qu'aujourd'hui le choix que tu as fait te permet de mieux gagner ta vie que ce que tu avais prévu en médecine? Non, pas encore, mais ça me dérange pas parce que j'aurais pas été heureuse. Même si là j'avais fini médecine et que j'aurais eu 8 000 euros par mois, je pense pas que j'aurais été heureuse dans ce que je faisais. Ouais. Donc j'ai pas regretté ces années-là parce que ça m'a aidé à travailler, ça m'a donné une façon de travailler. On n'est pas si loin quand même. Franchement, on n'est pas si loin. Et puis la musique, il y a un truc, c'est que quand ça arrive vite. Les sommes, elles arrivent vite. Donc, tu peux gagner 5 000 euros par mois pendant 1 an et 2 mois après, tu peux passer à 25 000 euros sans exagérer. Tu vois. Ah oui, d'accord. C'est un boulot, c'est un travail de fond en fait. C'est comme un marathon. Tu travailles pendant 2 ans et quand ça vient, donc quand un major te signe ou quand on est artiste tipette, les sommes, elles arrivent très, 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 très vite. Et je trouve que c'est quand même bien de ne pas avoir les sommes tout de suite parce que ça peut peut-être faire perdre la tête. On a beaucoup d'artistes, on voit que c'est le cas, qui ont signé des très grosses sommes, des artistes nationaux et tout. Donc, je suis pas pressée du tout. D'accord. Quand tu prends le temps en fait. Ouais, c'est vraiment pas pour l'argent. C'est tant mieux parce que ça rapporte bien. Je voyage beaucoup, mais c'est pas du tout pour l'argent. C'est là que je vois que c'est de la passion, genre.
de la passion. C'est incroyable, bravo en tout cas. Hein. Merci. Et juste pour ajouter, même des fois au début, on a tous tendance à se... Enfin, moi, j'ai fait l'erreur de me brader. Mes premières années, j'ai travaillé vraiment quasiment gratuitement parce que c'était vraiment la passion. Et ça, c'est un truc d'entrepreneur, il faut se recadrer, etc. Ouais. Mettre des tarifs et tout. Donc, avec du recul, tu l'aurais pas fait comme ça ou tu penses que c'était nécessaire de... Non, c'était quand même nécessaire vu notre modèle aussi dans l'industrie de la musique. Ils ne sont pas habitués à ça. Nos artistes, c'est de l'éducation, de leur dire qu'il faut nous payer pour ce qu'on fait, quoi. Parce qu'ils ont l'impression que quand c'est du management ou de la production, quand on touche pas un élément, on ne travaille pas. Alors que si, quoi, on fait des plans marketing, on fait des plans de communication, on bosse. D'accord. Et donc pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans le concret en quoi consiste ton métier, comment tu rencontres les artistes, du coup comment par exemple tu as rencontré Kima, comment s'est faite la connexion, et puis qu'est-ce que tu dois faire au quotidien pour donner peut-être envie à ceux qui ont envie de le faire, de se dire ok, ça ressemble à ça. Ok, alors par exemple Kima, je l'ai rencontré dans mon alternance, parce que j'étais en alternance au début dans un label Volta, où il y avait Yamé d'ailleurs, La Bécane, il y avait Freeze Corleone. Je suis arrivée dans un très gros label au début. Ouais, c'est fou, ça. Et j'étais dans l'équipe de Kima en marketing communication, donc je devais m'occuper de ses réseaux sociaux. Donc j'ai récupéré tous ses accès réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, et je devais faire des plans de communication. Je devais aussi publier, parce qu'ils ne sont pas forcément derrière leur téléphone, faire les textes, récupérer les statistiques aussi à la fin, savoir ce qui marche pas, faire la promo des singles aussi en fonction des réseaux. Et mine de rien, au quotidien, du coup, je suis plus sur mes réseaux sociaux à moi, je suis vraiment dans les réseaux de Kima tout le temps, pour savoir ce qui marche le plus, comment les gens commentent, etc., pour encore mieux faire après. Donc c'est toi qui publiais en fait en son nom, ok. Ouais, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ok. Jusqu'à maintenant, je m'occupe de ces réseaux. Des fois, les artistes, ils savent même pas forcément ce qu'on publie. Ah ouais, ok. Non. En fait, on est un peu les alter ego des artistes, on apprend à les connaître, on apprend à savoir comment ils fonctionnent. Donc quand je publie un truc, ça marche parce que je sais que c'est ce que lui aurait fait si jamais il avait le téléphone. Et sinon, à part ça, ça passe aussi par la recherche de prestations. Donc aller chercher des concerts, aller chercher des premières parties, organiser aussi les concerts, les tournées, aller chercher des salles, choisir qu'est-ce qui est mieux entre Olympia, Zénith, Grand Garbet, Atrium. Sur les sorties musicales aussi, par exemple les projets, là c'est de la production, du management production. Donc c'est récupérer toutes les prods par exemple, aller contacter chaque compositeur qui a fait les prods, faire les déclarations SACEM, payer aussi les prods, rémunérer les prods. L'envoyer à la maison de disques dans un format spécial, etc., un timing, la date de sortie, des réunions. À côté, du coup, le plan de communication. Donc là, on a organisé une release pour Kima, par exemple, en juin. Ça faisait partie de ça, contacter tous les médias qui sont à la release. Alors, si tu peux préciser, c'est quoi une release ? Une release, c'est une fête qu'on fait avant la sortie de l'album. Donc c'est pour fêter la sortie de l'album. En général, on le fait la veille. On invite, des fois ils font en grand, donc ils invitent leurs artistes, ça c'est des gros budgets. Et nous par exemple, on a tenu à inviter les médias, les artistes autour de Kima et les compositeurs qui ont participé au projet. D'accord. Donc c'est une façon de célébrer le truc et de fidéliser et puis d'avoir un avis à chaud physique de personnes devant qui réagissent tout de suite. Donc c'était quand même, je pense, la 4e release anti-guyanaise d'artistes. On a pris une grosse villa, l'image de chez nous, du son, piscine, etc. Et tout le monde a kiffé l'expérience, vraiment. Vraiment, vraiment. Et il n'avait jamais fait avant 4 ans et moi, je me suis battue, j'ai insisté. Ouais, il faut faire la release. C'est des gros budgets, mais on est accompagné par Warner, donc ça va. Ok. Donc en plus de ça, il y a la partie média, du coup, faire des communiqués de presse, envoyer à l'avance de l'album, envoyer à tous les médias, lui chercher des interviews aussi, l'accompagner en interview, un peu de média training. Et voilà, à peu près. Ça fait beaucoup de choses quand Franchement, même. ça fait beaucoup. Tu travailles beaucoup, j'ai l'impression, oui. Là, du coup, tous les jours. Oui. Tu sais nous dire à peu près combien d'heures tu fais Franchement, je compte pas. Je compte pas. Ouais, non, je compte pas. Entre 2 voyages et tout. Ah ouais, tout le temps. Mon ordi, mon téléphone, mes notes, tout le temps. Vraiment, tout le temps. En fait, en plus, comme il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe tout le temps, que ce soit l'actualité en général, pour savoir quand sortir quoi. Même je regarde tout le temps ce que les artistes font. La Mano, par exemple, que j'aime beaucoup. Je regarde comment il sort ses albums, ce qu'il fait 1 semaine avant, 2 semaines avant, qu'est-ce qu'il publie, etc. pour pouvoir le refaire. Ouais, c'est tout le temps. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la passion. Et est-ce que tu as une stratégie particulière, toi, parce que ton objectif, c'est que tes artistes aient le plus de visibilité possible. Comment tu t'y prends ? Moi, le principal, c'est qu'il faut faire plein de TikTok. Malheureusement, c'est vrai ouais. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par TikTok. Même en label, maintenant, ils vont surtout regarder ce qui marche sur TikTok pour savoir ce qui va marcher après.
Ouais, le monde est matrixé comme ça maintenant. Fort. Je m'y attendais tellement pas là. Fort. Ben, la Mano, c'est un bon exemple. Hein. Là encore, la Mano, il est premier top 10 France, là, de toutes les musiques et tout, avec Gims quand même, mais c'est quand même que la Mano, quoi. C'est TikTok. Fort. Incroyable. Et on observe les trends, on observe les classements chaque semaine. Il y a aussi une stratégie où du coup, avant de sortir une musique, on peut livrer, on appelle ça livrer des boucles TikTok. Donc on livre 15 secondes de la musique et l'artiste se doit de faire des 5 TikTok avant la sortie, 5 ou 4 TikTok pour voir si les gens aiment, s'ils aiment pas. Et comme ça, après, dès que ça sort, ils sont habitués. Mais franchement, TikTok et après Instagram. Hein. Ah ouais, TikTok full. Peu importe l'âge maintenant, c'est TikTok. Et en Martinique, c'est un peu aussi la radio, mais je trouve même que ça a perdu. C'est TikTok. Wow. C'est devenu incontournable maintenant. Vu que ta musique marche, c'est TikTok. Ok. Et pour faire ça, tu as quel statut? Tu es indépendant? Tu as dû créer une société? Comment ça marche? Ouais, j'ai dû créer une société. Donc, j'étais en freelance au début, en auto-entreprise. Et là, je suis en train de finaliser donc, ma société de management production qui s'appelle Case for You. Depuis le collège, je me fais appeler Aurélie Case parce que je suis fan d'Alicia Keys. Vraiment, même son modèle, la façon, sa musique, tout, je suis vraiment fan. Donc, Case for You, les clés pour votre réussite de stratégie digitale. Et en événementiel, du coup, j'ai créé Oni pour pouvoir faire les événements. Donc, j'ai ces deux structures-là parce qu'on ne peut pas mélanger édition et production. Donc, je suis obligée de séparer, de faire deux structures pour chaque scope, quoi. D'accord. Ouais. Et parle-nous un petit peu de la face, on va dire, plus difficile du métier, parce qu'on peut s'imaginer dans le milieu artistique qu'il se passe un petit peu des choses... alors moi, je ne sais pas du tout, hein, mais on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus, que tu as déjà vu, que tu as déjà vécu, des choses qui t'ont choqué peut-être? Choqué, non. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment fatiguée à l'époque, mais c'était au tout début. Je suis sur le Baka Festival parce que j'ai travaillé en babysitter. Donc les babysitters, c'est ceux qui accompagnent les artistes pendant tout le séjour. Donc dès qu'ils veulent manger, babysitter, c'est marrant ça, qu'ils appellent ça comme ça. Okay. Dès qu'ils veulent manger, il faut les accompagner et tout, etc. Et tout. Donc premier babysitting à 20 ans avec Niska, vraiment pas prévu, etc. J'habitais à Bordeaux à l'époque, donc même pas à Paris. Donc j'avais même pas encore les codes de Paris qui sont très spécifiques, très stricts, etc. On fait 4 jours ensemble et tout. Donc je suis avec 9 gaillards, je conduis un van toute seule, je les déplace partout en Martinique. Ça, je me dis, je suis faite pour ça, c'est pas possible et que j'aurais arrêté si. Et donc le dernier jour, donc spécificité aussi des artistes qui viennent souvent de Paris, ils mangent halal. Et nous, on n'en mange pas halal ici, donc c'est très compliqué de trouver pour eux, donc c'est des longues distances. Le tout dernier soir, je dois leur amener à manger, ils sont en loge, etc. Donc je demande bien au manager, il n'y a pas de halal, il n'y a que des panini au thon, etc. et tout. Est-ce que c'est bon pour eux, machin, tout ça. Ils prennent du temps, oui, pas de souci, ils veulent 12 panini, etc. Moi, je fais des allers-retours entre la loge et derrière le festival. Donc pareil, hein, c'est pas un chemin qui existe, donc je dois demander à plein de gens, je dois faire des détours, etc., monter le thon et tout. Donc je fais des allers-retours pour commander, il y a 20 personnes devant la roulotte, j'explique à la petite dame qu'il me faut vraiment que je passe devant tout le monde parce qu'ils ont faim et que voilà, je vais pas attendre et tout. Elle me fait les trucs, ça prend 1h30 à peu près pour avoir le truc. Je fais des allers-retours pour ramener certains, etc. et tout. Et quand je ramène tout le repas pour eux, les gars ils me disent non, on mange pas ça nous. Après 4 jours, j'ai dit mais attends, j'ai bien demandé. Est-ce que vous voulez manger ça? Ils m'ont dit ah non, nous on mange pas ça. Et ça faisait 2 heures, je me démenais et ça arrive, c'est comme ça arrive. Et vous avez fait quoi? Ils ont été manger autre part, ils ont attendu, ils n'ont pas mangé. Alors qu'ils me voyaient faire des allers-retours, tu sais, ramener au fur et à mesure. Et t'ont expliqué pourquoi ils ne mangeaient pas? Ils veulent pas. Et tu peux pas demander pourquoi, etc. Non, on mange pas ça. Je dis ok. Et après j'ai dit par contre, il y avait un collègue à moi, je lui ai dit tu finis avec eux et tout. Donc il y a ce côté babysitting là que je fais qu'avec mes artistes, par exemple qu'avec Kima ou qu'avec DJ Ken où je sais comment ils sont. Des fois ça peut être compliqué parce que tu te prends des noms, tu te prends des changements de décision comme ça et t'as pas à demander à l'artiste pourquoi. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais, tu te débrouilles. C'est ça, voilà, c'est comme tu veux. Mais des choses qui m'ont choquée, alors il y a plein de trucs que je pourrais pas dire forcément. On a un secret professionnel, c'est très compliqué ça, derrière un secret professionnel très important. Mais non, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont choquée. C'est vraiment le rythme surtout qui est étonnant, parce que par exemple, j'ai fait 1 semaine de séminaire une fois. Et donc séminaire, c'est faire des studios tous les jours. Et on faisait studio de midi à 7h du matin.
Ah ouais. Ouais, pendant une semaine. Et moi, par exemple, les 4 derniers jours, je dors sur le fauteuil. À un moment, je dors, je leur dis, je suis pas compositrice, je suis pas top lineuse, je suis rien du tout, mais les artistes tiennent souvent à ce que je sois en studio. Vraiment, ils veulent Pourquoi? que je sais pas. On m'a dit que c'est l'énergie, que des fois c'est les conseils et tout. Et vraiment, je fais pas d'instrument, rien, je chante pas et tout. Juste Mais ta présence. ouais, mais j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et j'arrive à détecter ce qui va marcher. Par exemple, la Mano, moi j'avais dit à mes potes, ça va exploser. Gazo, quand il avait 1000 followers, j'avais dit à mes potes, ça va exploser. Tout le monde me dit non, non, etc. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. C'est qui le prochain qui va exploser là? Franchement, la Mano, il est bien. Ouais. Il est bien. Boost aussi, ça va bien se passer. Mais il n'y a pas encore de nouveau. Ouais, t'as pas encore senti où tu t'es dit. Là, c'est la Mano qui est en train de tout prendre. Il y a la rafleuse aussi, je pense. En rap français, ouais, c'est un petit là qui va bien prendre. Et il y a TKS aussi, je crois que c'est un Martiniquais. Il a sorti 6 chansons depuis 2024. Il a 2 millions d'auditeurs mensuels et il a 2 singles d'or en un an. Donc lui, je pense qu'il va faire une bonne carrière dans le chat. D'ailleurs, si tu me vois, viens, on va parler. Incroyable. Et alors, déjà, aux Antilles, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver ta place dans ce milieu? Parce que tu me disais que c'est pas forcément le meilleur endroit quand on veut se lancer là-dedans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Et aussi, en tant que femme, est-ce que c'est plus difficile? Parce que là, tous les artistes dont tu as parlé, il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Donc, comment ça se passe tout ça? Franchement, sincèrement, c'est beaucoup Paris et le milieu hors antillais qui m'a aidé à avoir une légitimité. C'est beaucoup eux qui m'ont dit tu fais des trucs de ouf, t'es super smart, tu travailles super bien, etc. Et je sens bien que j'ai eu besoin de Paris pour être légitime aux Antilles. C'est quand ils entendent Sony, Ventrap, elle a travaillé à Paris, qu'aux Antilles, j'ai été légitime. Je ne me suis pas posé de questions. Mais comme j'ai commencé à Sony directement, etc., dans la musique, j'étais pas sur les Antilles au début. J'étais avec les artistes caribéens à Paris, mais j'ai pas cherché aux Antilles à avoir une place. Mais quand même, quand j'ai fait la soirée de Boost en janvier, donc c'était là mon premier contact vraiment avec le milieu antillais, j'ai senti qu'il fallait que je fasse mes preuves. J'ai senti que, comme tu habites à Paris aussi, ben, tu n'es pas forcément la bienvenue, parce que ça fait comme si tu habites à Paris et que tu n'es pas là souvent, alors que je suis là 4 fois par an. Voilà, on dirait que tu n'es plus martiniquaise parce que tu habites à Paris. Mais non, j'ai senti de la concurrence, du défi, d'essayer de m'entourlouper sur des tarifs, etc. J'ai senti, ouais. Sur le concert de Boost, j'ai bien vu. Mais après, par exemple, la génération plus 40 ans, je dirais, ne fait que féliciter, me pose des questions par rapport aux interviews sur ACI, etc., notamment, et tout. Et c'est quoi, donc, tes projets pour la suite? Donc, j'imagine que tu espères grossir. Est-ce que tu vas avoir plus d'artistes? C'est quoi comment tu vois l'avenir? Vraiment d'avoir un label qui accompagne de A à Z les artistes, avec des vrais budgets, pouvoir bien me rémunérer, avoir une structure locale, etc. Pas forcément plus d'artistes, parce que moi, je suis dans la qualité over quantité. Je préfère avoir 3 artistes, bien les travailler de A à Z, et puis faire je meurs pas sans avoir fait un concert à Bercy, vraiment, ouais. C'est sûr. Okay. Je suis même pas Stade de France, vas-y, mais Bercy, je meurs pas sans ça. Ouais. Mais là, prochainement, ouais, ce sera les Zénith, Olympia, etc., dans les prochaines années à Paris. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as, donc tu as parlé d'Alicia Keys, mais est-ce que dans ton métier, tu as des personnes qui t'inspirent? Pas beaucoup, justement, c'était ça le souci, c'est que j'ai pas vraiment de référence, donc à un moment il fallait vraiment que je croie en moi, quoi, et en ce que je fais. On a un peu Clara qui fait ça quand même avec Kalash. J'ai été très étonnée quand j'étais en label et j'ai apprécié d'entendre qu'elle a fait des stages chez Sony, elle a fait un master, etc. aussi. Donc je me dis, ok, elle n'est pas arrivée là comme ça, il y a un truc. Donc quand même, Clara, professionnellement parlant, elle m'inspire beaucoup parce que maintenant que je suis dedans, je sais que c'est très difficile mentalement, tout ce qu'il y a comme attaque, tout ce qu'il y a à faire, les déplacements, pouvoir avoir une vie de famille, etc. et tout. Donc franchement, je me dis respect. Ouais, respect. Ouais. Et à part elle, il n'y a pas vraiment... Il y a peut-être des hommes, mais je ne regarde pas du coup. On va parler de ça, je ne regarde pas parce que pour une femme, c'est plus compliqué. Parce qu'on doit avoir aussi une vie personnelle et on ne peut pas forcément l'avoir parce qu'on est tout le temps entouré d'hommes, c'est une réalité.
Même pour pouvoir prendre soin de soi et s'habiller d'une certaine façon, on peut pas forcément tout le temps. Moi, j'ai pas changé ma façon de m'habiller parce que je suis un peu street naturellement, mais on peut pas se balader n'importe où en studio. Quand je suis en studio de midi à 7h avec 15 bonhommes, je vais pas aller en short et compagnie et tout, tu vois. Donc c'est jogging tout le temps, etc. Il y a de ça. Mais j'ai jamais eu de problème vraiment par rapport au fait d'être une femme. Parce que je me suis tout de suite intégrée en mode t'es dans un monde de mecs et c'est comme ça, quoi. Et puis j'ai toujours eu beaucoup d'amis garçons, etc. Et comme je disais, comme ça fait. À 18 ans, quand j'ai commencé, j'étais qu'avec les DJ. Enfin, vraiment, j'étais avec eux pendant 4 jours avec que des bonhommes, les réunions Baka, les réunions Maïka. J'ai toujours été entourée. Donc naturellement, ça s'est fait, quoi. Je sens quand même que c'est plus compliqué au début, mais comme je sais que je travaille bien et que voilà, c'est par le travail que je vais prouver, donc vraiment, ça prend 3 semaines et après, c'est bon. Est-ce que tu auras un conseil à donner donc à quelqu'un qui rêverait de faire ton métier? De pas lâcher, vraiment de pas lâcher, de croire en soi, de pas écouter les gens à part ceux qui donnent des bons conseils, mais vraiment ceux qui donnent des mauvais conseils, de pas les écouter parce que si la personne n'a pas fait ça avant toi, franchement faut pas l'écouter, à part si c'est un milieu similaire, mais vraiment de s'écouter soi, de croire en soi plus que tout et de prendre soin de soi. Ouais. Voilà, vraiment, c'est... Et tout garder pour soi aussi et de croire, de vraiment croire que c'est possible. Il y a des études, il y a des gens comme moi et d'autres maintenant qui travaillent dedans et de s'entourer de personnes comme ça aussi. L'entourage est très, 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 très important dans ça. Très, très, très important. T'es quelqu'un, t'as toujours eu confiance en toi ou t'as dû travailler ça avec le temps? Oui, ouais, quand même. En fait, je revois des choses. Par exemple, à mon anniversaire, une fois, je suis montée sur une table pour danser. Je fais de la danse, donc sur scène. Donc je pense que, ouais. Okay. Oui, quand même. Naturellement. Ouais, ça va. Ok. Et comme tu en as parlé aussi, est-ce que tu as une vie de famille? Je sais pas si tu es marié, si tu es en couple, si... Non. Non. Rien, non. C'est ça que je dis, c'est des gros sacrifices. Ouais. Rien du tout. C'est vraiment ma mère, mes amis qui sont devenus ma famille, mon père et mes collègues de travail aussi. DJ Ken, c'est mon frère maintenant et mes potes parce que dans ce milieu-là, c'est assez compliqué parce qu'il y a un mélange pro et relationnel. Mais vu comme on est tout le temps ensemble et qu'on se parle H24, qu'on va dormir dans des hôtels ensemble et tout, t'es obligé d'avoir un relationnel et tout. Donc vraiment, je m'appuie sur des gens comme DJ Ken, qui est mon grand frère, qui a 20 ans plus d'expérience que moi, etc. Mais non, pas d'enfants, pas pour l'instant, parce que ça aurait été compliqué. Et pas de copains non plus, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ils comprennent pas. Ok, incroyable. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais bien partager avec nous en particulier Mais en vrai, j'aurais aimé quand même transmettre que la nouvelle génération, c'est beau parce qu'ils savent plus tôt que nous ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont plus d'accès aux réseaux sociaux et aux formations. Donc là, j'ai rencontré des jeunes de 20, 19 ans qui avaient monté un label tout seul à Paris, qui accompagnent des artistes déjà. Et vraiment juste... la nouvelle génération, ceux qui y croient un petit peu, vraiment d'y croire. On a besoin de monde pour structurer. On n'a pas de label ici qui accompagne, on n'a pas de structure. Donc faites des études, faites des trucs bien et venez, on se met tous ensemble. On se met avec tous les acteurs ensemble et on structure. Parce qu'on a quasiment toutes les musiques du monde viennent de chez nous. Comme je dis, on a un trésor musical qui est mal exploité. Donc juste allons tous s'unir et faire avancer les choses. Et ça va avancer, les labels nous regardent déjà, les investisseurs nous regardent déjà, ils signent plus d'artistes antillais. Donc vraiment juste allons se mettre tous ensemble. Ouais. Et... Donc pour toi, il y a vraiment quelque chose à construire oui. finalement. Donc oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, c'est maintenant. C'est maintenant, entre maintenant et les prochains mois. Mais ça avance déjà bien, vraiment. Parce que comme je t'en ai parlé, j'ai créé Caribbean Sound Nation. Donc pour l'instant, c'est un groupe WhatsApp avec tous les acteurs de la musique aux Antilles et Guyane. On s'échange des trucs, ceux qui cherchent des labels, on a besoin d'endroits où on était tous ensemble. Chacun est de son côté et vraiment on se met ensemble et allons-y. Et ça avance déjà très très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton petit contact là. Je sais pas si tu veux qu'on te contacte par mail ou sur Insta. Ouais, sur Instagram. Sur Instagram, on affiche ton Instagram. N'hésitez pas à la contacter. Tu as un type de musique en particulier que tu veux faire ou... Alors, je veux travailler avec les artistes caribéens, mais moi, je vais écouter vraiment de la mazurka, comme du jazz, comme du gazo, à fond les manettes. Alors, pas du classique, mais du R&B, mais vraiment, je vais dans tous les scopes. Parce que même dans la composition musicale, il y a un truc qu'on appelle les samples. Donc c'est quand une partie de musique est reprise pour faire quelque chose. Par exemple, les Migos qui ont repris le son de compas à l'époque Narcos. Et du coup, moi, j'écoute tout pour ça, pour essayer de mixer du trap avec du classique, etc. Et tout. J'écoute vraiment de tous les artistes. Hier, j'étais dans une soirée
avec Marius Modeste, ou pour les plus de 60 ans, avec un orchestre. Et voilà, c'était super bien. J'adore ça. Alors que ce matin, je vais écouter Gazo, La Rafleuse. D'accord. Ultra pas fou. Et donc en termes d'artistes aussi, tu peux faire tout type d'artistes de tous les genres? Oui, du coup, parce Ouais. qu'il y a des artistes là que je vais peut-être accompagner qui font du piano-voix, qui font. Je faisais une artiste de zouk, Maritza, que j'ai développée à un moment. J'ai fait de la production, donc payer les clips, faire les sorties, etc. et tout. Et donc oui, ça peut être vraiment comme du zouk, du chata, du dancehall, voilà, la K-pop, tout ça. Il y a des trucs où je vais pas y aller vraiment, mais je peux du coup développer pas mal de musique que j'observe beaucoup. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Les gens. Les gens, non. En fait, j'insiste vraiment sur l'entourage et les humains dans ce milieu parce qu'il y a beaucoup se prétendent managers, producteurs, comme on dit, les mots en heure, etc. et tout. Et il faut vraiment chercher à creuser et à savoir c'est qui, à chercher des références avant de s'engager avec quiconque. Même pour les artistes, faut faut vraiment analyser l'humain avant de s'engager dans une relation professionnelle dans ce milieu-là parce que c'est très énergivore. Comme je t'ai dit, on ne compte pas les heures, c'est vraiment toute la journée que tu parles à quelqu'un. Donc les pièges à éviter, ce serait vraiment travailler avec les bonnes personnes et s'entourer des bonnes personnes, etc. Voilà, donc on a des bonnes personnes ici. Ouais. C'est ça. Moi, je m'entoure vraiment que tout le monde, tous mes amis, là, ils ont 40, 45 ans, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dedans, etc. Et voilà. Et les plus jeunes, en général, malheureusement, on n'a pas qui ont travaillé avant dedans. C'est pas les meilleurs et tout. Faut prendre des gens, pas des gens en place. C'est pas les réseaux sociaux qui font que tu es en place. C'est t'as travaillé avec qui, t'as fait quoi, etc. Et puis l'énergie aussi, ça se sent. Ouais, un peu au feeling de sentir les choses. Donc okay. ouais, moi, mes pièges, ça a été ça, de faire confiance à certaines personnes. Mais je suis très contente d'avoir vécu ça mes premiers mois dans la musique, parce que du coup, j'ai pas refait les mêmes erreurs. Des gros pièges. Ouais. Tu peux nous raconter un truc sans citer de nom Ouais, je peux raconter un petit truc sans citer de nom, c'est que j'ai travaillé pour quelqu'un qui s'est prétendu être antillaise, tu vois. Ah ouais, alors que c'était pas vrai. Ouais, non, c'était pas vrai. Parce qu'il y a, tu sais, c'est ce truc d'appartenance où l'humain, moi par exemple, je me dis si c'est un antillais, ça veut dire qu'il me comprend, donc je pourrais avancer avec, etc. et tout. Et elle m'a fait croire qu'elle était antillaise. Et sur les trucs culinaires ou des références, je vois qu'il y a des disconcordances. C'est comme dernièrement aussi, je travaille avec quelqu'un. Ça fait 2 semaines, ça c'est très drôle. Il me dit antillais, voilà, nani, une île, etc. Il a grandi là, nana, il a de la famille. Ça fait 2 semaines que je travaille là et il me dit oui, c'est la journée du créole aujourd'hui. Donc je lui dis ouais, oui. Et puis il lit une phrase, il dit les esclaves parlaient entre eux pour ne pas que les maîtres comprennent. Je dis ouais. Et il me regarde, il me dit tu savais ça Aurélie ? 40 ans. 40 ans, tu es antillais, etc. Ouais. Donc il y a vraiment ce truc qui est vrai. Il y a des gens qui utilisent nos origines, comme on marche ces temps-ci à Paris, qui utilisent nos origines pour nous avoir, quoi. Et il faut faire très attention à ça. Ça me fait penser à un truc. Alors je vais parler de trucs que j'ai vécu là. Je vais essayer de pas trop dire qui c'était et tout. J'ai été en fait, je suis allé, ça va. Je suis allé dans un magasin, j'ai vécu un truc comme ça parce que le gars, je voyais qu'il était pas forcément d'ici. Et je lui demande d'où il vient. Il me dit non, moi je suis né ici et tout. Genre, même quand il parle français, il a un accent et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Au final, du coup, je lui demande ses parents, parce que je veux savoir, en fait, ses origines. Il me dit, ah non, mes parents et tout, ils viennent de tel et tel pays, mais ça remonte. Je suis, ok. Et après, il y a sa femme qui arrive dans la boutique et il parle une langue étrangère avec lui. Enfin, avec elle, pardon. Ouais. Et là, je me dis, il me prend vraiment pour un con, en fait. Et j'ai compris que, justement, il voulait qu'il y ait ce sentiment d'appartenance. Et donc, il joue sur le truc, mais on est pareil et tout. Ouais, mais après, ça se trahit, en fait. Ça se trahit tôt ou tard. Et ça m'a beaucoup marqué. Bon, maintenant, je fais attention. Je regarde, etc. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi un gage de confiance, quoi. Tu vois, si le mec il te ment déjà au premier abord, c'est ça, sur ça en plus et tout, ça devient compliqué. C'est bizarre. Non, vraiment, il y a en fait, et puis on est beaucoup dans ce milieu-là, on se rend pas compte, entre les compositeurs, les ingé-sons, donc ceux qui enregistrent la musique, les vidéastes, les artistes, les bookers, donc ceux qui font les dates, les managers, les producteurs, donc ceux qui introduisent il y a beaucoup de monde et il faut vraiment bien choisir ces personnes. Et
Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes autour de soi. Vraiment, 18 personnes, c'est bon. C'est pas la peine d'être une armée. Et puis, vu tout ce qu'on a à faire et comme décision à prendre, plus il y a du monde, plus c'est compliqué. Oui. Donc, il faut réduire dès que c'est possible, il faut réduire. Mais au début, il faut aller rencontrer du monde, par contre. Les premières années, là, entre 20, enfin, les 3 premières années, il faut être sur le terrain, il faut prendre les patates. Il faut les prendre au début parce qu'après, plus tu les prends tard, plus c'est dur. D'accord. Moi, j'ai pris les patates très tôt et tant mieux. Ouais. Vraiment tant mieux. Tu disais que c'est important de prendre soin de toi. Par contre, tu as un train de vie qui est compliqué, tu voyages beaucoup. Comment tu fais pour avoir une hygiène de vie plutôt saine, quoi? Est-ce que tu as le temps de faire du sport? Est-ce que tu fais du tai chi? J'en sais rien, tu vois. Mais... Moi, je fais par période. Par exemple, pendant 4 mois, je vais être dehors tout le temps. Alors, on va en studio, donc c'est enregistrer des sons. 2 fois, j'aurai par exemple des interviews à faire parce qu'il faut transmettre, c'est important. Il y a des réunions aussi internes, donc avec les artistes, avec les personnes avec qui je monte des projets. Donc chez moi, j'ai des écoles. Il y aura aussi la prospection, donc souvent aller en soirée pour voir ce qui se passe, pour voir les lieux, aller aussi dans les événements professionnels pour rencontrer du monde. Donc vraiment, ça tourne autour de tout ça. Donc pendant 4 mois, je vais enchaîner. Par exemple, par contre, à partir du vendredi 21h, je refuse que personne ne m'appelle. De 21h à dimanche soir, s'il n'y a pas un événement le week-end, donc un booking et que je suis dehors, c'est fermé. Ouais. C'est vraiment fermé. Et le lundi aussi, je prends pas d'appel. Je réorganise ma semaine Enfin, j'ai quand même mis une sorte de discipline. Okay. Et le week-end, vraiment, c'est au début, oui. Mais là, je suis intransigeante dessus. Parce que comme il n'y a pas de limite par rapport à ce qu'on fait, c'est la nuit, etc. Le week-end, c'est pas d'appel. Donc pendant 4 mois, comme ça, je vais tourner. Et mes amis appellent ça l'hibernation. Pendant 1 mois et demi après, je sors pas, je fais du sport, je remange bien, je suis en rythme vraiment réduit. Donc studio, mais pas jusqu'à 4h du matin, jusqu'à 1h maximum, enfin je règle. Mais pendant 1 mois, je vais dormir. Et après, c'est des choix aussi de moi. Par exemple, là, en août, c'est une période creuse dans la musique, donc tous les labels sont fermés, tous les médias, etc. et tout. Donc je vais dormir là, je dormais en vrai pendant tout ce mois-ci, c'est pour ça que je voyageais pendant 1 mois. Et là, la prochaine fois, ce sera en décembre. Là, quand je repars en septembre, ce sera terrain. Donc, c'est 4 mois non-stop et puis 1 mois de pause à chaque fois et tout. Okay. Et c'est au bout de 2 ans que j'ai pu voir, parce que la première année, c'était la débandade, entre guillemets. J'allais au studio de midi à 5h du matin pendant 1 an. Pendant 1 an, tout le temps. En plus, t'es déphasé, tu vois pas la lumière du jour, etc. Tu sais même plus c'est quand l'été, l'automne et tout. Tu consommes parce que voilà, c'est un peu la fête, etc. Et après, j'ai mis une discipline. C'est discipliné. Ah, c'est fou, hein. Ouais, parce que en fait, j'ai compris aussi que si t'as pas ta tête dans ça, même si je suis pas artiste, ça reste un peu de l'artiste caché. Parce que pour faire les strates de communication, choisir les couleurs, les musiques derrière et tout, il faut qu'on ait de l'inspiration et qu'on ait un bon environnement pour être bien avec soi-même. Donc quand j'ai compris qu'il me fallait moi-même pour machin, donc des fois je mets des stops. Et puis c'est aussi beaucoup refuser des collaborations. Je peux pas travailler avec tout le monde parce que pour l'instant je suis toute seule. J'ai pas d'équipe, j'ai pas personne qui fait ça pour moi. Donc comme je dis, c'est qualité over quantité. Je redirige sur d'autres personnes qui managent et tout. Et ouais, voilà. C'est vraiment, il faut se mettre une discipline. Sinon ça part très très vite. Très vite. T'as un artiste que tu vises là, que tu dis que tu convoites ou pas? Avec qui j'aurais aimé travailler? Ouais. Franchement... Peut-être qu'il n'est pas au courant là, on aura peut-être une exclue. Non. En fait, vraiment, l'artiste avec qui je travaille, Kima, j'aime beaucoup ce qu'il fait, beaucoup. Alors même lui, c'est pas, là je lâche une exclue. Avant qu'on bosse ensemble, j'écoutais vraiment beaucoup de Kima parce qu'il avait des paroles très motivantes, très développement personnel, très dans le succès, dans la réussite, dans croire en soi, de faire attention. Donc vraiment, pour moi, c'est un artiste très, 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 très talentueux. On manque tous de communication marketing aux Antilles parce que voilà, on n'a pas commencé avec. Donc pour moi, il lui manque ça. Mais non, pour moi, Kima, ce sera une superstar. Il est encore très jeune et ouais, c'est lui. Hein, c'est lui. Même si je suis fan d'Alicia Keys, de Gazo, de Nino, etc. Comme j'ai appris comment les équipes travaillent, je suis en mode, si Gazo est là où il est avec une équipe, il n'a pas besoin de moi. Tu vois, il est déjà entouré d'une façon, il n'a pas de besoin. Alors je préfère aller là où il y a un besoin, où là j'aime, tu vois. Si jamais je travaille moi là où j'aurais aimé travailler pour eux, par exemple, c'est faire un concert d'artistes, de rappeurs français et tout aux Antilles, mais les faire monter, ils sont déjà bien. Donc faut pas bouger leur équipe, tu vois. Ça marche bien, ouais. Ok, J'essaie de voir ça. Quand même, mais... Ouais, non. Pour moi, si ça marche, faut pas bouger une équipe. C'est ça. Je vois pas ce que je peux rajouter. Ça marche bien, quoi. Ok, donc toi, tu
tu vas plutôt aider ceux qui veulent se lancer C'est peut-être ça. à Exactement. monter et à exceller. Ceux qui veulent monter. DJ Ken aussi, hein, là on est en train de reprendre, il a beaucoup de singles à sortir, etc. On a une grande différence d'âge, donc il y a une différence de génération, donc il a vraiment besoin de mon avis et tout. Donc ouais, non, je kiffe ceux avec qui je suis. Et c'est à long terme, et ça va péter. Incroyable. Ouais. Et ben, en tout cas, je te remercie pour ce moment qui était fort agréable. Merci pour ce partage qui était moi, ça m'a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé, si vous aimez ce type de format et si vous en voulez d'autres surtout. Encore une fois, merci. Je ne sais pas si tu veux partager un petit mot de la fin. Après, tu as déjà dit pas mal de choses. Oui, donc, voilà, vraiment, soyez motivés, croyez en vous. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un monde très opaque, comme je disais. Il n'y a pas grand-chose sur Internet. Donc, posez des questions. Moi, je réponds sur Instagram. Je reste au téléphone longtemps, etc. Et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Voilà. Et donc, je vais vous confier un petit truc aussi, parce qu'on parlait un petit peu de petite confidence là en exclu. C'est que moi, Aurélie, je la connaissais pas avant qu'on rentre en contact comme ça. Et en fait, j'ai senti quelque chose, j'ai senti une énergie, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose autour d'elle. Donc c'est un pari que je prends aujourd'hui et je pense vraiment qu'elle va péter. Et c'est pour ça que je suis très content de l'avoir au début parce qu'après, ça va être plus compliqué. J'espère. Comme je t'avais dit, j'espère bientôt Beyoncé de la musique. Voilà, vous avez vu, Beyoncé de la musique est avec nous aujourd'hui. Si vous êtes là, vous êtes des bons. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'à ce moment-là, c'est que vous aussi, vous avez capté, vous avez la vision. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Et puis surtout, si vous voulez participer à l'émission, je vous affiche le petit QR code. N'hésitez pas, on pourra discuter de votre projet. Si vous avez soit une entreprise, si vous voulez parler de votre expérience personnelle, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.